un opposant. Et sa question, il dit, ça sert à quoi les belugas? Ça, on l'entend souvent. Alors, moi, j'ai dit, cher monsieur, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien, les belugas. J'ai dit, c'est comme les paysages. Vous regardez un paysage, ça sert à rien. Les gens vont en vacances à la montagne, ça sert à rien, et ils vont quand même. Les belugas, c'est beau, ça sert à rien, mais les gens sont prêts à payer 200 millions par année pour aller voir les baleines en espérant voir des belugas parce que c'est l'espèce chouchou. J'ai dit, c'est à ça que ça sert d'une certaine façon, mais si je répondais comme un écologiste, je dirais, le beluga, c'est un morceau dans un casse-tête, dans un ensemble. Et si le beluga va mal, ça veut dire que l'ensemble va mal. Ça veut dire que les poissons vont mal, peut-être des oiseaux vont mal, que le plancton va mal, que peut-être c'est l'atmosphère, c'est peut-être des polluants qui sont dans l'eau. Et ce que les belugas nous dit, c'est que si moi je ne suis pas capable de vivre dans ce système-là, éventuellement, ça va être la même chose pour vous. Puis en plus de ça, il y a une autre chose pour montrer à quel point tout ça c'est relié. C'est que le beluga, il se nourrit de ce qu'il y a dans le Saint-Laurent. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, monsieur qui est là, qui est à Saint-Pacôme, sa rivière, la rivière Ouelle, il y avait du saumon. Il y a beaucoup moins de saumon qui vient, mais le saumon, il n'arrive pas du ciel, il arrive du fleuve. Et si le saumon ne remonte plus, que le beluga n'arrive plus à se nourrir, deux indices qu'il y a un problème et que c'est nous qui allons en souffrir éventuellement. On est tous reliés. Je donnais une conférence. J'avais été invité dans une école primaire en 2e année pour parler de la biodiversité, parce que c'était la journée de la biodiversité dans la commission scolaire il y a plusieurs années. 2e année, biodiversité. Je dis, comment je vais faire pour leur expliquer ça? Alors j'ai dit aux petits-enfants, vous prenez chacun une feuille de papier, et vous la séparez en deux. Là, c'est long. Le sac qui sort du papier, il y en a d'autres qui lèvent la main, j'ai oublié mon crayon. Ça, déjà, on a un bon bout de fête dans la biodiversité. Alors là, ils font une ligne. La ligne, est-ce que la fait comme ça ou comme ça? Ça n'a pas d'importance. Vous séparez votre papier en deux. Là, d'un côté, vous écoutez le nom, vous écrivez le nom de l'animal que vous adorez. Votre animal préféré, extraordinaire. Là, ils font ça, c'est non, ça réfléchit. Ça part, ça change. Quand tout le monde a terminé, de l'autre côté, vous écrivez le nom d'un animal que vous détestez, qui ne devrait pas exister sur la planète parce qu'il est. Vous ne l'aimez pas. Évidemment, je ramasse toutes les feuilles. Puis évidemment, du côté des animaux adorés, il y a beaucoup de chats, il y a beaucoup de chiens, il y a le canari, le petit fille, mais il y a des oiseaux, il y a le merle, il y a toutes sortes de choses. Puis de l'autre côté, on s'y attend, il y a des fourmis, il y a des araignées. Il y a des chiens, des chats, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les chiens et les chats. Maintenant, on va essayer de se débarrasser d'un animal sur la Terre, hein, pour voir lequel on pourrait éliminer. Là, je regarde, j'ai des chiens, on ne peut pas parce qu'il y en a qui les aiment. Les chats, on ne peut pas. Les merles mangent des vers, il faut qu'on garde les vers. Ah, tel oiseau, il mange des mouches. Il faut garder les mouches, finalement. On ne peut rien enlever. Là, les enfants, ils levaient la main, ils disaient, est-ce que je peux changer d'idée? Ils voulaient rien mettre du côté des animaux. C'est simple, mais c'est ça le message, c'est qu'on ne peut rien enlever. Le gars qui dit ça ne sert à rien, les belugas, il y en a un autre qui dit, moi c'est les cormorans, je trouve que ça ne sert à rien. Et l'autre, c'est tel poisson et tel autre. Finalement, c'est ça le dossier. Ça, c'est la première partie de mon message. La deuxième partie, c'est... je ne sais pas si les gens, puis ça rejoint un peu ce que vous dites, quand on s'en va vers un état pétrolier, c'est qu'on fait des installations aussi pour le pétrole. Et ça, le port qu'on projette ici, c'est une installation pour le pétrole. Et seulement ça, ça change une communauté. Pas seulement parce que ça va créer des emplois, puis il faut en créer des emplois. Il faut regarder l'équilibre aussi. J'essaie d'imaginer, moi, parce que j'ai passé mon enfance ici, il n'y avait pas de port à ce moment-là. Déjà, le port, ça a changé le paysage, mais une jetée de 750 mètres, je pense, par exemple, je n'ai pas les données, je n'ai pas fait les études, mais on devrait faire ces études et nous donner les résultats de ces études. Ça va changer la circulation des courants, légèrement, parce que j'ai travaillé pendant des années, j'étais président de la Commission mixte internationale qui a la juridiction sur toutes les eaux à la frontière du Canada et des États-Unis. Toutes les rivières, tous les lacs qui chevauchent ou qui longent ou qui traversent la frontière.
Et j'ai appris à ce moment-là que tu mets 3 roches dans une rivière, puis ça change le courant. C'est étonnant, hein? Alors, faire une jetée comme ça va changer les courants, ça va changer la distribution de la glace, et ça va accumuler la glace qui va se ramasser dans la baie ici. Déjà, ça, c'est un petit changement qui est juste pendant l'hiver. Ça va peut-être changer la sédimentation aussi. Ça va s'envaser à certains endroits, puis ça va se creuser à d'autres endroits, donc ça va changer la distribution. Et je pense qu'ils vont être obligés de faire du dragage régulièrement pour... je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais c'est une chose qu'on peut imaginer. Évidemment, ça va changer le paysage aussi, ça, on sait tous ça. Ça va changer, pas juste au point de vue allure, aspect, mais au point de vue bruit aussi. Le pétrolier qui va venir ici, ils n'ouvriront pas le robinet, puis 10 minutes après, ils parlent. Ils disent 2 pétroliers par semaine, ça veut dire qu'il va toujours en avoir un là. 24 heures sur 24, ça va prendre 2-3 jours à se remplir, je ne sais pas exactement. Et avec le bruit des génératrices, avec toutes les lumières, l'éclairage, les marins qui rentrent, qui sortent, la circulation, et tous les réservoirs qui vont être construits là, avec tout l'éclairage jour et nuit, parce que c'est un site idéal pour des activités terroristes ou des activités de vol ou de vandalisme. Donc ça va être super éclairé. Il va y avoir des systèmes de sécurité, il va y avoir des gardes. Donc ça va changer le village. Et avant d'accepter ces choses-là, il faut avoir toutes les données, il faut avoir toute l'information. Et là, j'essaie de faire une modélisation d'une nappe de pétrole, pas le pétrolier au complet, mais une certaine quantité de pétrole qui serait déversée. Comment elle va se promener cette nappe-là? Okay? Un modèle dynamique là, avec les marées, parce que sa marée descente, la nappe va descendre, après ça va monter, elle va s'en aller avec le vent, elle va venir ici, après elle va aller dans l'autre sens quand le vent va être dans l'autre sens. Elle va s'en aller entre 2 eaux, parce que c'est du pétrole, l'eau, ça coule éventuellement. Elle va peut-être être sur le fond, peut-être entre 2 eaux pendant un certain temps, puis elle va circuler avec les courants. Donc, on a besoin de savoir toutes ces choses-là, puis on ne nous donne rien, on ne nous donne aucune information. Ben, je pense que j'ai assez parlé. On a assez parlé. Merci. Merci, mon cher monsieur.